Alors, avant de commencer la séance, je donne la parole à Madame Natacha Tessier, de l'INSERM et unité 676 et de l'hôpital Robert Debré, pour apporter les travaux de Monsieur Nassar, qui a eu le prix du parcours neurosciences 2012 relatif à la surdité néonatale liée à l'infection fœto-maternelle à cytomégalovirus. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette merveilleuse opportunité d'être parmi vous aujourd'hui et de présenter ainsi le travail qui a été effectué au sein du laboratoire U676, unité INSERM à l'hôpital Robert Debré. Dans l'unité... Ah, pour une raison ou pour une autre, nous avons un souci d'écran. Donc Michel Nassar ne peut pas être là aujourd'hui puisqu'il il fait un fellowship aux États-Unis à Cincinnati dans l'équipe d'ORL pédiatrique. Merci. Et donc du coup, il m'a laissé le devoir de vous parler de son sujet de master. Donc il s'agit de l'évaluation des atteintes cochléaires et vestibulaires dans le cadre de l'infection materno-fœtale à cytomégalovirus et à propos du modèle murin. Et ce projet a donc eu le prix de la Fondation de l'Avenir. Merci. Donc, quelle est la problématique du sujet de recherche? Le CMV congénital, le cytomégalovirus, correspond à la deuxième cause de surdité congénitale après les surdités génétiques. Elle concerne 1% des grossesses. Et le CMV chez un individu bien portant va donner un syndrome grippal. Chez la femme enceinte, va donner une infection materno-fœtale pour laquelle on aura des complications neurologiques, auditives, et elle va être à l'origine de 36% des surdités congénitales bilatérales profondes. La surdité bilatérale profonde est la pathologie la plus fréquente dans les pathologies congénitales. Et le mécanisme des surdités liées à cette infection par le cytomégalovirus n'était pas complètement élucidé. Il y a des études qui ont été faites sur l'homme, rares, puisque c'est souvent des études faites, autopsiques, des études qui ont été faites sur le cochon d'Inde et des études sur la souris. C'est d'autant plus un problème que le pronostic neurosensoriel des enfants atteints de ce virus est difficile à évaluer. La surdité est d'expression variable. On peut avoir une surdité progressive, une surdité grave d'emblée, enfin sévère ou profonde. Au contraire, une surdité légère, fluctuante. Et donc, il est difficile dès le début de savoir quel sera le pronostic de cet enfant. Ce d'autant plus que la prise en charge, que ce soit au moment de la grossesse ou en néonatal, est toujours mal codifiée. Faut-il un traitement antiviral? Pendant la grossesse, pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Faut-il un traitement postnatal? Les durées sont pour l'instant relativement floues sur la durée du traitement antiviral. Et la vaccination, pour l'instant, est inefficace. Dans la littérature, actuellement, que sait-on? On sait qu'il y a une atteinte du cytomégalovirus au sein de la cochlée. Ceci a été le sujet de ma thèse, donc je peux vous en parler. L'infection touche particulièrement l'oreille interne, en particulier les structures de la cochlée, la structure de la strie vasculaire et de la membrane de Reissner, qui sont des structures de l'oreille interne. Et par ce mécanisme d'atteinte, on va avoir une dérégulation du cycle potassique au sein de l'oreille interne. Cette étude a été faite à partir de fœtus dont la grossesse a été interrompue devant une infection congénitale par le cytomégalovirus. Chez l'animal qui est privilégié actuellement, c'est le cochon d'Inde, tout simplement parce que les cochlées chez le cochon d'Inde sont volumineuses et donc faciles d'accès. Peu de choses étaient dites cependant sur l'infection congénitale chez la souris. Et ce d'autant plus qu'en fait, le virus a une barrière d'espèce. Le virus humain ne peut pas infecter les souris ou les cochons d'Inde. Il faut donc utiliser le virus adapté, le GPCMV dans le cas du cochon d'Inde et le MCMV dans le cas de la souris. Autant chez l'humain, le virus passe très bien en transplacentaire, comme le cochon d'Inde, autant chez la souris, ça ne passe pas. Et donc, il faut forcer le passage. Et en dernière différence par rapport au virus humain, il n'y a pas d'effet cytopathogène. Autant chez l'humain ou chez le cochon d'Inde, le virus entraîne une cytomégalie, on voit des grosses cellules joufflues qui sont faciles à identifier histologiquement. Autant chez la souris, on n'a pas cette chance-là. Donc pourquoi a-t-on choisi la souris? D'une part parce qu'on avait une animalerie qui permettait d'accueillir les souris. C'est un animal très accessible, qui se multiplie très bien, qui a une période gestationnelle relativement courte et qui donne de nombreux souriceaux. Et puis aussi, du point de vue immunohistochimique, on a de nombreux anticorps qui sont adaptés à la recherche sur la souris.
Ce projet fait suite à un projet qui avait été mené l'année précédente par Sophie Bernard dans le même labo, qui a donc mis au point le modèle. Et le travail de Michel a donc été de consolider le modèle qui avait été établi par Sophie et de s'aventurer aussi sur l'évaluation vestibulaire de l'infection congénitale par le CMV et de mettre en place les bases d'une étude thérapeutique. Donc ce modèle consiste, chez des femelles gestantes que vous voyez ici, alors j'ai l'impression que alors, bon, c'est pas grave, sur la femelle gestante que vous voyez ici, vous avez une souris gestante E13, on fait une injection transplacentaire dans les différentes poches de liquide amniotique, on injecte du virus. À la naissance, les urines et un morceau de queue de ces souris est récupéré pour une analyse PCS-CMV pour rechercher si ces souriceaux ont en effet bien été infectés au cours de la grossesse. On les laisse grandir à 3, 6 et 9 semaines. Ils ont des potentiels évoqués auditifs que vous voyez ici. Puis, ils sont sacrifiés. On prélève les rochers pour une analyse histologique et immunohistochimique. En plus, ceci donc était la base du travail de Sophie Bernard. Et maintenant, Michel Nassar a en plus rajouté, pour essayer de consolider la confirmation de l'infection acquise de ces souriceaux, sacrifier certains de ces souriceaux, a prélevé les rochers, les organes, pour essayer d'authentifier cette infection. Donc son travail a montré plusieurs choses. La première chose, on a consolidé le fait qu'il existe une atteinte auditive chez ces souriceaux infectés au cours de la grossesse par le CMV, tel que ce qu'on peut voir chez l'humain. Donc c'était tout à fait concordant avec les résultats initiaux. Ce que l'on voit, c'est que les seuils des potentiels évoqués auditifs qui sont effectués à 3 semaines retrouvent pour le groupe témoin un seuil à 31 décibels. On considère qu'en dessous de 20-30 décibels, l'audition est normale. Pour le groupe infecté par le CMV, vous avez un seuil à 44 décibels. Et ceci est donc significatif. À 9 semaines, l'audition reste stable pour les deux groupes, avec toujours une différence significative. Alors, c'est dommage, il y avait un tableau qui montrait que la dispersion des seuils auditifs était bien plus importante dans le groupe MCMV que dans le groupe témoin. Et donc montrant qu'il y avait des surdités qui étaient beaucoup plus présentes, avec 60-90 décibels dans le groupe infecté, contrairement aux souris non infectées. Au niveau de la confirmation du diagnostic de cette infection de ces souriceaux par le virus, on a tenté de récupérer, les urines pour chercher la présence du virus dans ces urines. Cependant, malheureusement, du fait de la faible quantité de cellules dans les urines, on n'a pas pu mettre en évidence le virus, puisque le virus va plus souvent se cacher dans les cellules. Et par contre, quand nous avons euthanasié nos souris infectées à la naissance, nous avons prélevé les organes, nous avons fait une recherche PCR sur les organes de ces souriceaux, nous avons vu qu'il y avait une infection et que nous confirmions donc l'infection de ces souriceaux, telle que vous voyez ici. Vous avez le témoin ici et 3 des 4 prélèvements qui montrent là-bas la présence de CMV dans le prélèvement. Mais cependant, l'inconvénient, c'est qu'on est obligé de sacrifier ces souris pour obtenir le résultat, et donc on ne peut pas les évaluer pour leur audition. Histologiquement, on a regardé la cochlée. La cochlée, peut-être vous vous souvenez, elle est composée de 3 canaux, la rampe tympanique et la rampe vestibulaire, qui sont ce qu'on appelle l'espace périlymphatique, et la scala media, qui est cette structure-là, qui contient l'organe de Corti et la strie vasculaire dont je vous ai parlé juste avant, qui est responsable probablement dit de l'audition et de cette zone riche en potassium. Et cette scala media a été particulièrement l'objet de notre recherche, puisqu'on voulait comparer les résultats chez la souris aux résultats observés chez l'homme. On a retrouvé, bien que les techniques d'immunohistochimie n'étaient pas complètement satisfaisantes, la présence du virus dans cette strie vasculaire. Vous avez une strie vasculaire ici normale, du groupe témoin, extrêmement fine, bien dessinée, avec la membrane de Reissner ici et l'organe de Corti ici. Et vous voyez que progressivement, à 6 et 9 semaines, dans les groupes infectés, on voit une désorganisation de cette structure, avec petit à petit une disparition de ces cellules de la bande marginale de la strie vasculaire, témoignant d'une désorganisation de cette strie vasculaire.
On a été relativement déçus par l'immunohistochimie, des différents anticorps qu'on a pu utiliser pour essayer d'authentifier les cellules ciliées internes et externes, cellules neurosensorielles proprement dites. Ceci peut être lié aux techniques de conservation et de mise en paraffine et de décalcification qu'on a été amené à utiliser. Par contre, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une tendance à la corrélation, mais qui n'était pas significative, entre la surface de cette strie vasculaire, calculée ici, par rapport à la surface de la cochlée. Chez les souriceaux sourds, plus les souriceaux étaient sourds, plus cette surface était petite. La deuxième partie du travail a consisté à évaluer les explorations vestibulaires de ces souriceaux. Les tests habituellement sont relativement grossiers. On fait un test de nage, un test de support dorsal ou de chute chez ces souriceaux, mais c'est des examens trop grossiers pour pouvoir apprécier vraiment une atteinte vestibulaire chez ces souris. Nous avons donc utilisé la recherche des réflexes vestibulo-oculaires. Vous avez une souris sur laquelle est fixée une barre de stéréotaxie sur le front, telle que vous voyez ici, une caméra qui va surveiller les mouvements oculaires de ces souris, et ces souris vont bouger dans différents plans de l'espace, soit à plat dans une rotation sinusoïdale en lacet sur un plan horizontal, que l'on appelle HVOR, qui correspond à la stimulation du canal semi-circulaire latéral. Vous savez que le vestibule est composé de 3 canaux, le semi-circulaire postérieur, supérieur et latéral, et donc ça va nous permettre d'avoir une appréciation des organes sensoriels semi-circulaires. Si on utilise un plan oblique, nous avons l'OVAR, rotation autour d'un axe incliné à une vitesse de 50 degrés par seconde. Et là, nous allons stimuler l'utricule, qui est une autre poche sensorielle vestibulaire. Alors que jusqu'à présent, on utilisait les souris OF1, on a été obligé d'utiliser les souris C57BL6, tout simplement parce que nous avons besoin de pigments rétiniens sur ces souris pour que la caméra puisse surveiller les mouvements oculaires. Et les OF1 sont dépourvus de pigments. Qu'ont montré les tests vestibulaires? On a montré que dans le test horizontal, donc celui qui stimule les canaux semi-circulaires, on a une légère différence. Vous voyez ici, à 3 semaines, les points en rouge. L'amplitude des réponses vestibulaires sont plus faibles que les témoins, mais elles se normalisent à 9 semaines. Vous voyez là aussi, à 9 semaines, même chose. On a une différence entre les témoins et le groupe à 3 semaines, qui elle aussi se normalise à 9 semaines. Donc on a une atteinte vestibulaire qui semble résolutive chez ces souris. Le troisième volet du travail de Michel Nassar a consisté à mettre en place les bases d'évaluation thérapeutique. Plusieurs molécules antivirales sont disponibles sur le marché, effectives contre le CMV. Le ganciclovir est la molécule habituellement la plus utilisée actuellement, mais qui possède des effets secondaires et donc pour l'instant pas recommandée au cours de la grossesse. 2 étapes. La première étape a été d'évaluer la diffusion de cette molécule au niveau du tissu. Donc, chez une femelle gestante, une injection intrapéritonéale de ganciclovir, 50 mg par jour, 20 kg par jour, en 2 prises, à partir de E17, en sachant qu'ils accouchent vers E20, E21. Et au moment de la naissance, on sacrifie les souriceaux et on essaye d'établir quelle est la concentration de ganciclovir circulante. Ceci a été mesuré par chromatographie. La deuxième étape était un dosage de ganciclovir dans le liquide périlymphatique, donc à l'intérieur de la cochlée, chez des rats, parce que la cochlée du souriceau nouveau-né est à peu près microscopique, et donc pas facile d'aller prélever du liquide périlymphatique dans ces conditions. Et en espérant du coup avoir, si on a une diffusion du ganciclovir à l'intérieur de la cochlée, un effet sur le CMV directement à l'intérieur de la cochlée et non pas simplement par une baisse de virémie sanguine. Bien sûr, la limitation est liée au volume de l'échantillon et c'est pour ça qu'on a utilisé des rats, puisque les souriceaux nouveau-nés, malheureusement, étaient trop petits. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc, voilà ici le résultat de la diffusion tissulaire. Et on voit que quand on regarde dans le sang maternel, on a un rapport autour de 6,5. Le sang du souriceau nouveau-né, chez qui qu'on a euthanasié tout de suite à la naissance, on a une diffusion qui semble quasiment complète, puisqu'on est à 5,5, donc pas mal. Et on a voulu voir quelle était la diffusion intracérébrale, puisqu'on peut se dire que si ça diffuse en intracérébral, on a de fortes chances que ça diffuse en intracochléaire. Et là, on a
1,75, donc on a un rapport de 1 sur 3, diffusion du ganciclovir à l'intérieur de la cochlée. Donc laissons espérer que si on traite un jour une mère enceinte, le traitement antiviral pourra diffuser jusqu'à l'intérieur de la cochlée du nouveau-né en cours de grossesse. Deuxième chose, la diffusion périlymphatique. Donc on a regardé dans le plasma du rat la dose de ganciclovir qui est à un petit peu moins de 4 et dans le liquide périlymphatique 1,8. Donc on a un rapport de 1 sur 2 montrant que par rapport à la concentration sanguine de ganciclovir, on a tout de même une diffusion de 1 sur 2 à l'intérieur de la cochlée, ce qui laisse encore bien apprécier la diffusion de la molécule. Quelles sont les limitations et les perspectives que l'on peut avoir à la suite de ce travail? Bon, tout d'abord, on a malgré tout quand même une mortalité importante de ce modèle animal, avec 73% des souriceaux en cours de gestation dans le groupe témoin et 88% dans le groupe malade. Confirmons bien que le CMV entraîne de la mortalité surajoutée. La PCR a été difficile à perfectionner puisque l'extraction de l'ADN viral est en faible quantité dans les urines et pour confirmer l'infection, on a été obligé d'euthanasier nos souriceaux et de prélever les organes, mais on a quand même montré que les souriceaux étaient infectés. On a vu on avait été obligé d'utiliser des souris C57BL6 pour les examens vestibulaires. Y a-t-il une différence entre les souris OF1 et C57 ? Ça nous invite donc à tester davantage de souris C57 du point de vue auditif et vestibulaire pour avoir plus de données sur ce modèle-là. Et puis, du point de vue immunohistochimique, on a été déçu par l'anticorps qu'on s'est procuré auprès d'une équipe croate qui n'a pas été très satisfaisante, avec beaucoup de bruit de fond. Et une des options qu'on pouvait éventuellement avoir pour confirmer la présence du virus et localiser au niveau du groupe histologique et d'utiliser un virus marqué par du GFP. Cependant, ce molécule est relativement instable. Donc, tout simplement, nous avons confirmé le modèle d'infection materno-fétale chez la souris avec un modèle qui est proche de la surdité humaine, fluctuante, progressive, un profil évolutif tout comme chez l'homme, une atteinte endolymphatique tout comme chez l'homme et une atteinte congénitale. On a montré qu'il y avait une atteinte vestibulaire qui, bien sûr, reste à confirmer puisque nous n'avions que quelques souris et qu'il faudra qu'on en teste plus. Et cette récupération à 9 semaines nous laisse un petit peu surpris et on voudrait pouvoir comprendre un peu ce qu'il en est. Et puis cette étape thérapeutique nous a servi puisque nous sommes actuellement en train de mettre en place un traitement postnatal des souriceaux infectés et en train d'évaluer l'audition de ces souriceaux. Est-ce que la ganciclovir permet de diminuer, tout comme chez l'homme, les surdités, les atteintes cérébrales chez ces souriceaux et bien sûr évaluer la tolérance. Je vous remercie. Merci pour ce travail hyper spécialisé. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des questions à poser. Sinon, c'est que vous avez tout compris.